Dans un monde où les communications s'accélèrent et les relations deviennent de plus en plus complexes, l'intelligence sociale s'impose comme une compétence aussi essentielle que l'intelligence cognitive. C'est l'art de lire les autres, de comprendre leurs motivations et de bâtir des ponts de communication authentiques capables de produire un impact positif et durable. Ce livre propose une feuille de route pratique pour découvrir les règles des interactions humaines, comment développer une présence qui attire les autres, comment conduire les conversations avec succès et comment transformer les conflits en opportunités de rapprochement et de compréhension. C'est un guide qui combine la perspicacité psychologique et des outils concrets afin de vous aider à réussir tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Il vous livre des clés à la fois simples et profondes pour devenir plus influent et plus proche des autres. Chapitre 1. Introduction à l'intelligence sociale. L'intelligence sociale n'est pas un don inné réservé à quelques-uns. C'est un ensemble de compétences qui peuvent être apprises et développées. Elle commence par la capacité à lire les émotions et les signaux sociaux, à comprendre les motivations cachées derrière les comportements des autres, et va jusqu'à la capacité à influencer positivement et à bâtir des relations fondées sur la confiance et la coopération. Elle se distingue de l'intelligence cognitive. L'intelligence cognitive mesure la capacité d'analyse, de raisonnement et de résolution de problèmes. L'intelligence sociale concerne l'aptitude à évoluer avec succès dans le réseau des relations humaines, à résoudre les tensions, à motiver autrui et à interpréter avec précision les situations sociales. Les 4 piliers fondamentaux de l'intelligence sociale sont la conscience de soi dans le contexte social, c'est-à-dire la perception de l'effet que vous exercez sur les autres. La conscience sociale, c'est-à-dire la compréhension des émotions et des motivations d'autrui. Les compétences relationnelles, qui incluent l'art du dialogue et de la persuasion. La capacité à construire des réseaux sociaux solides fondés sur la crédibilité et des avantages mutuels. L'apprentissage commence par des exercices simples. Observez vos conversations quotidiennes. Remarquez comment votre langage corporel change avant même vos paroles. Notez les situations où vous avez réussi à apaiser un conflit et celles où vous avez échoué, puis identifiez les différences. L'écoute active est aussi essentielle que la parole. Lorsque vous accordez une attention totale à votre interlocuteur et répondez par des remarques brèves qui montrent votre compréhension, vous créez un climat de confiance et incitez l'autre à s'ouvrir davantage. Cela vous donne accès à une influence constructive. Chapitre 2. L'art de l'observation et de la lecture des signaux non-verbaux. On dit que la communication humaine se déploie sur 3 niveaux. Les mots, le ton et le langage corporel. Le plus sincère reste souvent le corps et la voix. Maîtriser la lecture des signaux non-verbaux permet de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Expression faciale. Tristesse, colère, joie, dégoût, peur ou surprise en disent long sur l'état d'esprit. La différence entre un sourire sincère et un sourire forcé se lit dans la contraction des muscles autour des yeux. Langage corporel. Une légère inclinaison vers l'avant et l'ouverture du buste indiquent de l'intérêt, tandis que des bras croisés peuvent traduire la méfiance. Ton et rythme de la voix. Une parole accélérée trahit parfois le stress. Un rythme plus lent et posé dénote souvent la confiance ou la réflexion. Respiration. Une respiration courte et irrégulière est fréquemment liée à l'anxiété. Pour transformer ces observations en compétences pratiques, entraînez-vous. Notez 3 signaux non-verbaux observés dans une conversation quotidienne. Essayez ensuite de réinterpréter le message reçu à partir de ces indices. Une autre technique utile est l'harmonisation.
Ajustez subtilement votre rythme de parole et votre posture à ceux de votre interlocuteur pour créer un sentiment naturel de synchronie. Gardez cependant à l'esprit les différences culturelles. Un geste respectueux dans une culture peut être perçu comme de la froideur dans une autre. Chapitre 3. L'écoute active et son impact sur les relations solides. Écouter activement ne consiste pas seulement à entendre les mots, c'est une interaction mentale et émotionnelle qui montre à l'autre que vous êtes pleinement présent et attentif. Commencez par éliminer les distractions. Mettez votre téléphone de côté, établissez un contact visuel naturel, ponctuez la conversation de signes d'attention simples, acquiescement, petits mots comme « je comprends »,« dis-moi plus ». L'écoute active réduit les résistances, favorise l'ouverture et vous permet plus tard d'aider ou d'influencer sans contrainte. Elle inclut aussi l'art de poser des questions ouvertes, commençant par « comment »,« pourquoi »,« quoi », qui invitent à développer la réflexion, ainsi que la reformulation de ce que l'on a entendu, ce qui montre votre engagement et permet de corriger d'éventuels malentendus. Pour en faire une habitude, imposez-vous chaque jour d'écouter au moins 2 conversations sans interrompre et notez ce que vous avez appris de l'autre. Chapitre 4. Développer une empathie efficace. L'empathie authentique ne se réduit ni à la compassion, ni à la pitié. Elle consiste à se mettre temporairement à la place de l'autre, tout en préservant ses propres limites, afin d'offrir une réponse utile et constructive. Commencez par comprendre le contexte complet. Quelles expériences et quelles pressions façonnent le comportement de la personne. Exprimez ensuite votre compréhension par des phrases simples qui reflètent ses émotions, puis proposez des actions concrètes et réalistes au lieu de promesses vagues. L'empathie efficace exige un équilibre entre la présence émotionnelle et des limites claires, pour éviter l'épuisement personnel et prévenir la manipulation. Chapitre 5. L'art d'influencer et de persuader sans dominer. L'influence n'est pas l'imposition de sa volonté, c'est l'art d'orienter l'attention vers des choix bénéfiques pour les 2 parties. Tout commence par la clarté des intentions. Savoir ce que vous visez et en quoi cela sert aussi les intérêts de l'autre. Les principaux leviers d'influence sont la crédibilité et la fiabilité, qui reposent sur la cohérence entre les paroles et les actes, ainsi que sur des preuves tangibles de vos compétences. La force du récit. Le cerveau humain réagit davantage aux histoires qu'aux données abstraites. La stratégie des petits pas. Obtenir un premier accord sur une petite action facilite l'acceptation d'engagements plus importants. La capacité à écouter les objections, à les reconnaître, puis à présenter des faits ou des expériences rassurantes. Enfin, l'influence la plus durable est celle qui respecte le choix d'autrui et sert l'intérêt commun. L'influence manipulatrice ne génère que des gains éphémères et détruit la confiance à long terme. À la fin, l'influence efficace est le fruit d'une combinaison entre la compréhension des besoins, l'établissement de la confiance et la formulation de messages simples et applicables, capables de guider l'autre partie vers une action bénéfique pour tous. Chapitre 6. L'art de créer de l'affinité et de bâtir des ponts sociaux. La création d'affinités est une compétence centrale de l'intelligence sociale, car elle ouvre les portes de la confiance, facilite la coopération et renforce les liens personnels et professionnels. Cette affinité ne se construit pas spontanément. Elle résulte d'un mélange d'attention réciproque, d'attention sincère et d'une preuve concrète d'intérêt pour ce que les autres disent et font. Commence par la recherche de véritables points communs. Il ne s'agit pas de simples coïncidences superficielles, mais de petits éléments qui peuvent devenir des bases partagées, centres d'intérêt commun, expériences professionnelles similaires ou valeurs de vie proches. Une fois ces points communs découverts, il est utile de les exploiter à travers une question simple qui ouvre la voie au récit personnel, comme «
qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine? Ou comment avez-vous surmonté cette expérience? Ces questions donnent à l'interlocuteur un espace pour s'exprimer et créent l'impression que vous êtes un partenaire actif dans le dialogue. Un autre élément essentiel est la cohérence des comportements. L'affinité prospère lorsque les gens sentent que votre conduite est prévisible et fondée sur un respect constant. Le respect des horaires, des réponses courtoises ou encore le souvenir de détails comme le nom d'un enfant ou d'un événement important témoignent de l'intégrité de la relation et construisent un capital de confiance qui s'accumule avec le temps. Dans l'univers numérique, une compétence clé pour créer l'affinité consiste à synchroniser légèrement le rythme. Adopter un débit de parole, un niveau d'enthousiasme ou un vocabulaire proche de celui de l'autre, sans tomber dans l'imitation excessive. Cela renforce le sentiment d'harmonie psychologique. Sur le plan pratique, ce sont les petits gestes réguliers qui comptent plus que de grands discours rares. Une brève visite, un message de suivi après une rencontre importante ou le partage spontané d'une ressource utile transmettent le message. Je vous apprécie et renforce le lien affectif réel. Chapitre 7. Le dialogue des cœurs et les subtilités de la conversation efficace. Une conversation efficace n'est pas une simple accumulation de mots, mais un art subtil exigeant la maîtrise du timing, le choix du sujet et un ton approprié. Au cœur de chaque échange réussi, il y a un objectif implicite: transmettre des informations, bâtir une relation ou provoquer un changement d'attitude. La clé est de clarifier ses intentions avant de parler. Que veux-je obtenir à la fin de cette discussion? Puis d'ajuster ses moyens verbaux et non-verbaux pour atteindre cet objectif. Commencez par établir un pont simple grâce à une introduction engageante, un compliment, une question d'ouverture ou un commentaire apportant de la valeur. Ensuite, passez à l'écoute active à l'aide de techniques comme le résumé intermédiaire. Si j'ai bien compris, vous dites que. Cela montre que vous écoutez réellement et permet de rectifier rapidement tout malentendu. Une autre technique précieuse consiste à préférer les questions exploratoires aux affirmations toutes faites. Cela amène l'interlocuteur à découvrir lui-même certaines idées. Le cerveau humain accepte plus volontiers les solutions qu'il a contribué à trouver. Dans les discussions délicates, utilisez un langage apaisant. Préférez « et aussi » à « mais » pour maintenir un climat psychologiquement sûr. Soyez attentifs aux zones émotionnelles. Un silence prolongé ou un changement brusque de sujet peuvent révéler une gêne ou quelque chose de caché. Cela requiert de mobiliser une véritable empathie. La personnalisation du discours renforce son impact. Utilisez des exemples proches du contexte de l'auditeur ou des témoignages similaires pour accroître la crédibilité et l'efficacité persuasive. Pour corriger une erreur ou donner un feedback constructif, la méthode dite du sandwich de l'éloge est idéale. Commencez par un compliment sincère, puis formulez une remarque constructive et enfin proposez une solution concrète. Cela associe un climat de sécurité à un désir d'amélioration. N'oubliez pas l'importance du moment. Une phrase courte dite au bon moment peut avoir plus d'impact qu'un long discours prononcé à un moment inopportun. De plus, le sentiment d'un bénéfice mutuel dans toute conversation accroît les chances de coopération ultérieure. Posez des questions qui révèlent les intérêts de votre interlocuteur et montrez en quoi votre idée ou votre position sert les deux parties. Sur le plan pratique, exercez-vous quotidiennement à de petites conversations. Notez ce qui a bien fonctionné et pourquoi, puis reproduisez les éléments efficaces. Ainsi, la conversation cesse d'être un acte fortuit et devient un processus méthodique pour bâtir des relations utiles et durables. Chapitre 8.
L'art de conduire les entretiens et les réunions et de créer une synergie professionnelle. Les entretiens et les réunions sont des espaces de décision qui exigent une performance sociale rigoureuse. Leur réussite ne repose pas uniquement sur le contenu, mais sur la manière de le présenter de façon à amener les participants à partager votre vision. Une bonne préparation commence par la compréhension des objectifs de la réunion et des personnes présentes. Avant toute rencontre, demandez-vous quelles sont les motivations de chacun, quels sont leurs critères de succès. Ensuite, formulez clairement vos idées principales et résumez-les en 3 messages clés mémorables. Avant d'entrer en réunion, travaillez votre première impression. Un sourire modéré, une poignée de main assurée et une phrase d'ouverture exprimant votre gratitude pour le temps des participants. Pendant la réunion, utilisez la technique de l'image et du fait. Associez un court récit qui capte l'attention à des données concrètes qui en renforcent l'impact. Le cerveau retient mieux une histoire et accepte plus facilement les chiffres lorsqu'il s'intègre dans une narration convaincante. Le respect du temps et de l'ordre du jour valorise votre crédibilité. Les personnes en quête d'influence estiment ceux qui respectent leurs horaires. Pour gérer les discussions complexes, adoptez de petites règles de gouvernance. Limitez le temps de parole, notez les points d'action, désignez un responsable de suivi. Les réunions productives doivent déboucher sur des actions concrètes et non sur un simple échange d'idées. Lors d'une négociation professionnelle, utilisez un langage axé sur les résultats. Cette mesure permettra d'obtenir X résultats dans Y mois. Ce type de formulation sort le débat du registre des opinions pour l'ancrer dans des critères mesurables. Après la réunion, envoyez un résumé concis rappelant les décisions, les responsabilités et les échéances. Ce suivi rigoureux transforme la parole en action et consolide la confiance des partenaires. N'oubliez pas le volet informel. Un court échange après la réunion peut briser la glace et transformer des concurrents en alliés. En suivant ces règles, chaque rencontre professionnelle devient une opportunité de bâtir une réputation de personne productive et respectueuse du temps, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations et à un leadership affirmé. Chapitre 9. Lire les dynamiques de groupe et influencer au sein des équipes et des organisations. Interagir avec des groupes exige une double sensibilité à la structure de pouvoir et aux symboles culturels de l'organisation. Identifier qui détient réellement l'influence au-delà des titres officiels et repérer les barrières culturelles qui freinent le changement vous aide à concevoir des propositions réalistes. Observez la dynamique avant de parler, qui ouvre la discussion, qui module sa voix en présentant une idée, qui coupe la parole. Ces indices révèlent alliance et contrainte. Créez d'abord un petit noyau de soutien auprès de 2 ou 3 personnes influentes avant de présenter une idée au groupe. Ce soutien précoce donne l'impression qu'elle a déjà une base solide. Utilisez le langage de l'intérêt collectif plutôt que celui du droit individuel. Les groupes acceptent mieux un changement perçu comme bénéfique au plus grand nombre. Ne sous-estimez pas la force des rituels organisationnels. Citer un vétéran de l'entreprise ou une statistique interne renforce la légitimité de votre proposition. Face à la résistance, proposez un essai limité, une phase pilote de courte durée suivie d'une évaluation. Réduit la peur du changement et déplace le débat vers un terrain mesurable. Gérez le ton collectif. Un climat de respect et de reconnaissance protège contre les dérapages émotionnels qui bloquent le dialogue. Suivez et partagez vos résultats. La transparence et la responsabilité commune renforcent la confiance et transforment les initiatives individuelles en réussite collective. Au final, l'art de travailler avec les groupes n'est pas seulement une compétence tactique, mais une posture de leadership fondée sur l'humilité stratégique et la capacité à transformer des intérêts divergents
en projet commun gagnant-gagnant. Chapitre 10. Résoudre les conflits et reconstruire la confiance après un désaccord. Les conflits sont inévitables, que ce soit au travail, dans la famille ou entre amis. La vraie valeur de l'intelligence sociale se manifeste dans la capacité à gérer ces tensions avec sagesse et à les transformer en opportunités de croissance. La première étape est de reconnaître le conflit sans le minimiser ni l'exagérer. Beaucoup choisissent le déni, croyant que le temps réglera le problème, alors qu'en réalité, l'ignorer l'aggrave. Il faut aussi commencer par s'apaiser soi-même, car entrer dans une confrontation en colère ne fait qu'envenimer la situation. La règle d'or dans la gestion des conflits est de se concentrer sur le comportement et non sur la personnalité. Dire « je suis déçu que tu n'aies pas respecté le délai » oriente la discussion vers un acte modifiable, tandis que « tu es irresponsable » attaque l'identité et place l'autre en position défensive. De même, utiliser le « je » plutôt que le « tu » allège la charge émotionnelle. Je me suis senti frustré. Je est beaucoup plus constructif que tu as gâché. La négociation est un processus à la fois mental et émotionnel visant à trouver des solutions équilibrées qui répondent à des intérêts parfois divergents. 1. La préparation est essentielle. Identifiez vos véritables intérêts, fixez un minimum acceptable et un objectif maximal. Cherchez à comprendre les intérêts de l'autre partie à travers des questions exploratoires avant d'entrer dans un rapport de force. Commencez par la proximité et non par la confrontation. Vos premières interventions doivent mettre en avant des objectifs communs et créer un terrain de coopération. Utilisez la technique des offres progressives, proposez une solution initiale approximative, puis laissez à l'autre partie un espace pour l'adapter, au lieu d'imposer une demande définitive. Cela réduit sa résistance. Proposez des options mesurables et limitées dans le temps. Les gens réagissent mieux à ce qu'ils peuvent évaluer concrètement. Ne négligez pas l'aspect émotionnel. Reconnaissez les craintes de l'autre et offrez des garanties pratiques, délai, période d'essai, pour réduire la perception du risque. Évitez le chantage émotionnel ou les menaces implicites. Cela ne mène qu'à un gain à court terme au prix d'une perte de crédibilité à long terme. Apprenez l'art du retrait intelligent. Parfois, accepter un désaccord et attendre un meilleur moment ou un contexte plus favorable est une décision de négociation mature. Formalisez les accords immédiatement, un résumé écrit clarifie les engagements et évite les malentendus ultérieurs. Restez prêt à réévaluer vos positions à la lumière de nouvelles informations. La négociation réussie inclut des cycles d'ajustement et de correction. Faites de la négociation un moyen de bâtir des relations durables. Un échange équilibré transforme un adversaire potentiel en partenaire à long terme. Chapitre 15. L'intelligence émotionnelle en situation critique et le leadership sous pression. L'intelligence émotionnelle est la capacité à comprendre et à réguler nos propres émotions ainsi que celles des autres. Elle est cruciale dans les situations critiques et pour le leadership sous pression. Les leaders efficaces savent que la première mission en temps de crise est de stabiliser l'état d'esprit collectif. En parvenant à se calmer eux-mêmes, ils transmettent ce calme à leur équipe. Pratiquez des techniques de respiration simples avant de parler ou de décider. Exprimez vos émotions de façon claire et mesurée plutôt que par des réactions impulsives. Utilisez un langage rassurant et des faits clairs pour réduire l'anxiété et la confusion. Voici ce que nous savons maintenant. Voici nos prochaines étapes. Restez flexible dans votre style de leadership. Certaines situations exigent des décisions fermes, d'autres un dialogue collaboratif. L'intelligence consiste à ajuster le style sans perdre la clarté de la vision. Comprenez les valeurs fondamentales du groupe. Privilégie-t-il la rapidité ou la précision, les relations ou les résultats? Maîtrisez les codes de respect propres au contexte.
De petits détails dans les salutations ou la politesse peuvent renforcer ou détruire la communication. Dans des environnements internationaux, évitez les suppositions. Ce qui vous semble naturel peut paraître impoli ailleurs. Posez des questions et apprenez. Ajustez votre style professionnel aux pratiques locales. Certaines organisations valorisent des structures hiérarchiques claires, d'autres la flexibilité et les relations. Utilisez les moyens de communication appropriés au contexte. Dans certaines cultures dynamiques, les messages courts suffisent. Ailleurs, les réunions en personne ou les échanges formels sont préférés. Respectez les rituels et symboles locaux et, si possible, participez-y avec authenticité. Cela montre votre respect et renforce la confiance. Donnez la priorité à la participation locale dans la conception des solutions. Capitalisez sur les réseaux stratégiques pour mobiliser des ressources et un soutien institutionnel. Documentez et partagez vos résultats de manière transparente afin de bâtir la confiance et d'attirer de futurs financements. Chapitre 18. Les parcours de développement de l'intelligence sociale. L'intelligence sociale n'est pas un état figé, mais un apprentissage continu. Établissez un plan annuel comprenant des lectures ciblées, des exercices hebdomadaires, observation des signaux non-verbaux, écoute active, dialogue introspectif et une pratique mensuelle, négociation, présentation d'idées en petits groupes. Tenez un journal pour suivre vos progrès et demandez du feedback à des personnes de confiance. Déterminez des indicateurs clés de performance combinant mesures quantitatives, exemple nombre de réunions débouchant sur des décisions, et qualitatives, exemple sentiment de sécurité et de soutien recueillis par sondage ou entretien. Concevez les projets dès le départ avec des points de mesure intégrés pour évaluer l'évolution. Recueillez et analysez des données simples mais fiables et impliquez les parties prenantes dans le processus pour renforcer la transparence et réduire les résistances. Analysez les résultats avec des rapports clairs, illustrés d'exemples concrets et de tendances comparatives dans le temps. Évitez de blâmer les individus. Évaluez plutôt le système et, en cas de résultats décevants, ajustez les méthodes, la formation ou la répartition des rôles. Chapitre 20. Intégrer l'intelligence sociale dans la vie quotidienne. Une feuille de route sur 12 mois. L'atteinte d'un haut niveau d'intelligence sociale est un processus qui nécessite du temps, de la pratique et de la constance. Mois 1. Diagnostic personnel et feedback de personnes de confiance. Mois 2-3. Renforcer l'observation et l'écoute active. Mois 4. Travailler l'impression initiale et la présentation personnelle. Mois 5. Développer le réseau et initier de nouvelles relations. Mois 6. S'exercer à l'influence sans contrainte. Mois 7. Développer l'intelligence émotionnelle et la gestion du stress. Mois 8. Pratiquer le leadership dans les réunions et la prise de décision. Mois 9. Renforcer la culture d'équipe et la cohésion. Mois 10. Tester une initiative d'innovation sociale. Mois 11. Mesurer les impacts et partager les résultats. Mois 12. Réaliser une révision globale et consolider 3 habitudes clés à maintenir. Un rituel quotidien, 10 minutes de réflexion, un bref journal, une séance hebdomadaire d'entraînement transforme l'apprentissage en habitude durable. Conclusion. L'intelligence sociale est une compétence accessible à quiconque s'engage à la développer consciemment et par la pratique. Commencez dès aujourd'hui par une petite étape répétée chaque jour et vous découvrirez bientôt que votre univers relationnel s'élargit. Vos interactions gagnent en profondeur et vos succès deviennent tangibles.